Bonjour tout le monde, bienvenue à votre sixième capsule d'algorithmique et programmation structurée. Aujourd'hui, on continue le chapitre 2. On a déjà vu comment faire une alternative. Maintenant, on va voir comment utiliser plusieurs alternatives ensemble de deux façons différentes. La première, c'est les alternatives imbriquées, où on met une alternative à l'intérieur d'une autre, et la deuxième, c'est les alternatives empilées, où on met plusieurs alternatives une au-dessus de l'autre. On va voir les impacts que ça a, pourquoi on choisirait une plutôt que l'autre, dans quelle situation. On va vérifier un peu comment tout ça fonctionne. Donc, on est rendu à la diapositive numéro 16. Donc, je reprends où on s'est laissé la dernière fois. Comme je vous disais, les alternatives imbriquées, c'est une alternative, comme la première ici, qui est alignée à gauche, qui a un if avec une condition et un else. Sauf qu'à l'intérieur des blocs d'instructions que je mets si la condition est vraie et si la condition est fausse, je viens insérer une autre alternative complète à l'intérieur qui teste une deuxième condition. Et si cette condition-là est vraie, je vais avoir ces instructions-là. Si elle est fausse, je vais avoir ces instructions-là. Notez que dans les deux cas, peu importe lequel des deux blocs est exécuté, ça signifie que la première condition, elle était vraie, puisqu'on est entré ici d'abord. Donc, si on s'est retrouvé ici, c'est que la condition 1 est vraie. Et ensuite, ben, si la condition 2 est vraie, elle aussi, on se retrouve là. Et si la condition 2 est fausse, on se retrouve là. Par contre, si la condition 1, elle, était fausse dès le départ, bien, on ne sera jamais entré ici. On va aller du côté du bloc else pour aller exécuter une autre alternative complète qui est imbriquée à l'intérieur du else, qui va tester une troisième condition. Donc, on sait que si on est là, c'est que la condition 1 est nécessairement fausse. Et ensuite, on va tester la condition 3 pour vérifier si elle est vraie ou fausse. Donc, le fait d'avoir la possibilité d'imbriquer une alternative une dans l'autre, ça nous permet de tester en même temps plusieurs conditions. Elles ne sont pas réellement testées en même temps, elles sont testées une après l'autre, mais ça nous permet d'avoir la composition des deux conditions en même temps. Si on a vrai-faux, vrai-vrai, ou faux-vrai, ou faux-faux, ça nous donne quatre sorties possibles. C'est ce qui est représenté ici. Même si on n'a que trois conditions, on a quand même quatre sorties possibles, étant donné qu'on peut avoir une des deux qui est vraie ou non, et l'autre qui est vraie ou non aussi. Donc, parmi ces quatre blocs de code-là, on est certain qu'il y en a un et un seul qui va être exécuté. Il ne pourra jamais y en avoir plus qu'un. Si la première condition est vraie, on entre ici et on va ignorer toute la partie else, c'est certain. Ensuite, on va vérifier la deuxième condition. Si elle est vraie, on entre ici. On exécute ce qui est là. On saute par-dessus le else et on saute par-dessus le deuxième else et on a fini. Si la condition 1 est fausse, par exemple, on va sauter par-dessus tout son bloc pour se retrouver dans le else. Et là, on va vérifier si la condition 3 est vraie, mettons, ben, on va exécuter ceci, mais on ne fera pas le else, et donc on va sortir. Donc, peu importe les conditions, on est assuré d'exécuter un bloc, mais jamais plus qu'un, et jamais moins qu'un non plus. Donc, c'est le principe de l'alternative, des alternatives imbriquées. Notez qu'on peut en imbriquer plusieurs autres encore. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut imbriquer. On pourrait mettre une autre alternative ici. Lorsque les deux premières conditions sont vraies, on teste une troisième condition ici. On pourrait en mettre une autre là. On pourrait en mettre partout, puis on pourrait en mettre une dans celle qui est à l'intérieur de celle-là, qui est à l'intérieur de celle-là, qui est à l'intérieur de celle-là. Donc, on peut continuer comme ça à l'infini. Évidemment, il y a un point où ça devient très difficile à lire. Donc, si votre solution s'enligne comme ça, peut-être repenser à votre affaire. Notez que c'est ici que l'indentation commence à devenir intéressante parce que lorsque on aligne tout à gauche, c'est plus difficile de savoir ces instructions-là sont exécutées quand. Tandis que lorsqu'on met une indentation vers la droite, on sait que toute cette alternative-là est à l'intérieur du premier if, donc c'est plus facile de s'y retrouver. C'est là que ça commence à prendre son sens lorsqu'on imbrique des trucs un dans l'autre. Donc voilà, ce sont les alternatives imbriquées. Les alternatives empilées, c'est plus simple par contre. Les alternatives empilées, on a tout simplement plusieurs alternatives, une après l'autre, plutôt que d'être imbriquées une dans l'autre. Par exemple ici, un if avec une condition, on fait quelque chose si c'est vrai. Sinon, on a le else qui nous dit quoi faire si c'est faux. Et une fois qu'on a fini, là, on teste ensuite une deuxième condition, des choses à faire si c'est vrai, sinon des choses à faire si c'est faux.
Lorsqu'on les empile comme ça, comme elles sont toutes les deux de forme complète, on est assuré qu'il va y avoir deux blocs qui vont être exécutés, soit un de ces deux-là, suivi de un de ces deux-là. Donc, on ne peut pas y échapper. Il n'y aura jamais juste un bloc qui va être exécuté. Puis les deux blocs, évidemment, vont venir de deux alternatives différentes. On ne pourra jamais exécuter l'instruction si c'est vrai et si c'est faux de la même alternative. Donc, évidemment, c'est plus simple parce que c'est une chose après l'autre. On fait un test, on a un résultat, ensuite on fait un deuxième test, on a un deuxième résultat indépendant du premier. C'est plus simple, mais est-ce que c'est mieux d'utiliser tout le temps celui-là? Bien, ça dépend de ce qu'on veut tester exactement. Dans l'autre cas, c'est deux tests qui sont dépendants un de l'autre. Selon le résultat du premier test, on fait un deuxième test ou un troisième test différent. Ici, lorsque notre condition 1 est vraie, on teste la condition 2, mais si elle est fausse, on teste la condition 3. Donc, ce n'est pas exactement la même dynamique. Laquelle on va utiliser, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend de l'application. Il y a bien des cas où on peut faire une ou l'autre, puis ça peut revenir au même. À ce moment-là, l'alternative empilée est généralement plus simple. Mais il y a des cas où c'est impossible de le faire de façon empilée, ou du moins ça deviendrait plus compliqué inutilement. Un petit exemple pour comprendre tout ça, parce que c'est bien beau la théorie, mais comment ça marche là, concrètement? Bien, on reprend l'exemple de notre billet de cinéma, mais cette fois-ci, on le complexifie un peu. Il y a un gérant de salle de cinéma, comme toujours, qui nous dit faites-moi un programme qui calcule le prix du billet selon l'âge de mon client. Le principe, c'est que le client a droit à un rabais de 4 s'il a moins de 12 ans, donc si c'est un enfant. S'il a 65 ans et plus, donc une personne âgée, disons, une personne de l'âge d'or, aura un rabais de 3 et le prix du billet normal, par défaut, est de 8. Donc là, c'est un peu plus complexe parce qu'on a deux possibilités de rabais différents, en plus d'avoir le prix régulier qui continue d'exister pour les gens entre les deux rabais. Donc, comment on va faire ça concrètement? C'est pas très compliqué. On va faire notre compréhension du problème. Donc, comme la dernière fois, l'intrant, c'est l'âge du client, l'extrant, c'est le prix du billet. Donc, ça, c'est simple. On a plusieurs constantes qu'on peut se déclarer. Les deux âges, à partir du moment où les prix changent. Donc, l'âge ado, disons, à 12 ans. En bas de ça, on est un enfant, on aura un rabais. L'âge de la retraite, mettons, 65 ans. En haut de ça, on a un autre rabais. Le prix du billet, 8 le rabais enfant, 4 de moins et le rabais retraite, 3 de moins, par exemple. Donc, les constantes, c'est pratique de les utiliser comme ça parce qu'on va souvent utiliser les mêmes chiffres dans des calculs à plusieurs endroits. Donc, c'est toujours une bonne idée de les définir comme constantes d'abord. Ça met toutes nos données claires au début du programme, puis les calculs sont plus faciles à comprendre ensuite avec les noms plutôt qu'avec les chiffres. Le jeu de test. Le jeu de test va être un petit peu plus grand. Je n'ai pas mis de cas d'erreur volontairement là, pour garder ça plus simple, mais tous ces cas-là, c'est donc des cas de jeu de test qu'on voudrait avoir. On sait qu'on veut tester au minimum les trois zones qu'on a. Par exemple, lorsque l'enfant a 5 ans, il paye 4 donc c'est une première zone. Un adulte de 30 ans paierait 8 c'est la deuxième, et quelqu'un de 90 paierait 5 c'est la troisième zone. Mais surtout, ce qu'on veut ensuite, c'est tester les valeurs limites, les changements entre deux zones consécutives. Donc, lorsque on a un enfant de 11 ans, il paye 4, à 12 ans, il paye 8. Donc, c'est la valeur limite, c'est là que ça change. Même chose pour l'adulte de 64 ans, il paye 8 et à 65, il paye 5. Donc, on veut voir ces deux cas limites-là. En fait, c'est quatre cas limites de chaque côté d'une frontière. Donc, en plus d'avoir quelque chose de très petit, quelque chose de très grand, quelque chose de moyen. Donc ça, c'est un bon jeu de test qui vérifie toutes les possibilités. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour le code? Bien, on va passer à Visual Studio, ça va être plus simple. Donc, on déclare les constantes qu'on vient de mentionner tout à l'heure dans la compréhension du problème. Donc, mes deux âges, mes trois prix. Je mets mes variables pour l'intrant et l'extrant. Je lis mon intrant. Donc, ça, c'est la partie qui va de soi. Ensuite, ben, on va y aller avec des alternatives imbriquées. Donc, comment on va régler ça? Évidemment, il y a plusieurs façons de faire la même chose. Je vous propose celle-là. Si l'âge du client est plus petit que l'âge ado, donc on est en bas de 12 ans, on a le rabais enfant. Le prix du billet va être égal au prix du billet maximum, moins le rabais enfant. Voilà, donc le 8 moins 4, et hop, ça vient de diminuer notre prix du billet. Si on était en bas de 12 ans, c'est réglé.
on va sortir de là, on ne fera pas la partie else, on sait où on s'en va. Mais sinon, si on n'est pas en bas de 12 ans, bien là, on a deux possibilités alors. Peut-être qu'on est au prix régulier ou peut-être qu'on est à l'âge de la retraite puis on a un autre rabais. Donc, c'est là qu'il va falloir vérifier. Est-ce que l'âge du client est plus grand ou égal à l'âge de la retraite? Remarquez ici, parce que ça, c'est une petite subtilité importante. Dans l'énoncé, on disait bien lorsqu'on a 65 ans ou plus. Donc, c'est 65 ou plus. Le 65 est inclus là-dedans. Tandis que pour les enfants, on disait lorsqu'on a moins de 12 ans, donc le 12 n'était pas inclus dans la condition. Donc, ça, il faut faire attention à ces petits détails-là. Donc, si notre client a 65 ans ou plus, à ce moment-là, son prix du billet, c'est le prix maximum moins le rabais du retraité. Et sinon, qu'est-ce que ça veut dire si on est dans ce sinon-là? Ça veut dire que les deux conditions qu'on vient de tester sont toutes les deux fausses. On n'est pas enfant, puisqu'on s'est retrouvé dans le LCC, et on n'est pas retraité si on s'est retrouvé dans le LCC. Donc, on n'est ni l'un ni l'autre, on n'a pas de rabais, on a simplement le prix normal du billet. Et après ça, on affiche le prix du billet. Évidemment, l'ordre dans lequel on teste les choses aurait pu être différent. On aurait pu d'abord vérifier est-ce qu'on est retraité. Si on ne l'est pas, bien là, on vérifie est-ce qu'on est un enfant, sinon on est un prix régulier, ou on aurait pu faire ça d'autres façons différentes. Ce qui compte, c'est qu'on teste deux conditions, une à l'intérieur de l'autre. Donc, on élimine un cas, puis si ce cas-là est faux, bien, on vérifie entre deux autres cas. Donc ça, si on teste le tout, est-ce que ça fonctionne? Bien, j'essaie simplement mon jeu de test. Donc, à 5 ans, 4 tel que prévu. Si j'essaie à 11 ans, c'est encore 4 Donc, ça fonctionne bien jusqu'à maintenant. Et là, à 12 ans, je perds mon rabais enfant et j'augmente à 8 ça va. Si on essaie ensuite 64 ans, j'ai encore mon prix régulier. Et lorsque j'arrive à 65 ans, là, j'ai mon nouveau rabais retraité et je paye 5 Puis après, ben, si je vais encore plus haut, ça me coûte encore 5 Donc voilà, ça fonctionne. Est-ce que c'est la seule façon de faire ça? Non. Même si je vous disais, on peut changer un peu l'ordre des conditions, oui, mais on pourrait aussi faire ça d'une façon complètement différente. Je vais commenter tout ce bout de code-là ici et je vais aller décommenter cette zone-là qui nous donne une version empilée de notre résolution de problème. Ce qu'on fait cette fois-ci, au lieu de tester des alternatives une dans l'autre, on simplifie grandement la chose en disant, OK, on va dire que par défaut, j'ai le prix régulier et ensuite, on va simplement tester, est-ce que je suis enfant? Si oui, je soustrais de mon prix de billet que j'avais déjà le rabais enfant et je le remets dans mon prix du billet et c'est réglé. Ensuite, je teste, est-ce que je suis retraité? Si oui, je soustrais mon rabais de retraite et je le remets dans le prix du billet. Puis après ça, j'affiche. Évidemment, c'est plus simple ici. Les alternatives sont empilées, puis en plus, ne sont même pas complètes, ils n'ont même pas de else, donc c'est vraiment très simple. C'est deux conditions qu'on va tester, une après l'autre. Est-ce que je suis un enfant, oui ou non? Si oui, j'ai un rabais. Est-ce que je suis un retraité? Si oui, j'ai un rabais. Est-ce que je peux être les deux en même temps? Théoriquement, si je pouvais l'être, les deux pourraient potentiellement s'appliquer une après l'autre. Je pourrais recevoir le rabais enfant et ensuite le rabais retraité, puisque les deux alternatives sont indépendantes. Je pourrais très bien exécuter les deux bouts de code qui sont là. Il n'y a rien qui empêcherait ça. Sauf que mes conditions, moi, je sais qu'elles sont mutuellement exclusives. Je sais que c'est impossible d'être en même temps plus petit que 12 ans et plus grand que 65. Donc, je sais que ça n'arrivera pas. Si mes conditions étaient phrasées autrement, ça se pourrait. Là, deux alternatives une au-dessus de l'autre, les deux pourraient s'appliquer une après l'autre. Mais je n'ai pas besoin absolument de mettre un else pour aller tester la deuxième à l'intérieur, dire sinon, là, je vais en faire un autre test. Puisque je sais que ça n'arrivera jamais. Je n'aurai jamais les deux en même temps. Fait que je peux tester. Est-ce que je suis un enfant? Oui. Est-ce que je suis un retraité? Non. Si je suis un enfant, non. Est-ce que je suis un retraité? Oui. Ou peut-être non à chacun. Puis mon prix de billet reste inchangé. Donc, c'est effectivement plus simple comme ça. Est-ce que c'est plus efficace? C'est très similaire en termes d'efficacité. Je vais tester deux conditions systématiquement. Je vais modifier le prix du billet une seule fois. Dans l'autre exemple de tout à l'heure,
j'allais tester soit une condition et je sors ou deux conditions, une après l'autre. Donc, c'est soit j'en teste deux ou une seule. Ici, je teste nécessairement les deux. Fait qu'on pourrait argumenter que c'est un petit peu moins efficace. Dans certains cas, je vais tester deux fois alors que j'aurais pu en tester juste une des deux, effectivement. Mais c'est pas grand-chose comme différence d'efficacité quand on compare avec la simplicité du code. Est-ce que ça veut dire ça que c'est toujours mieux de faire des alternatives empilées plutôt que de faire des alternatives imbriquées? Est-ce qu'on devrait tout le temps faire ça? Le code est plus clair, le code est plus simple. Bien, la réponse, c'est que ce n'est pas tout le temps possible de faire ça simplement avec les notions qu'on a, à tout le moins. Si on regarde, par exemple, une autre modification, notre programme de cinéma se complexifie. On suppose maintenant que notre prix régulier du billet dépend de l'âge et de si on est un étudiant ou pas. Donc, par exemple, les mineurs payent 10 et les adultes payent 16 Mais si on est étudiant, on paye 6 si on est un étudiant mineur, 9 si on est un étudiant majeur. Mettons, Cégep Université aurait le prix 9 Donc là, à ce moment-là, comment on s'en sort avec ça? On a deux prix réguliers, on a deux prix étudiants qui ne sont pas le même rabais. Si on est étudiant mineur, on enlève 4 et si on est étudiant majeur, on en enlève 7. Donc, ce n'est pas automatiquement le même rabais. Ça devient plus complexe de faire ça de façon empilée. On va beaucoup plus facilement y aller de façon imbriquée. Comment on ferait ça? Bien, essayons-le. On va encore une fois commenter tout ça, puis on va le faire ensemble. Puis on va aller ajouter une variable booléenne étudiant qui va retenir si oui ou non la personne est étudiante. Donc là, on va avoir besoin de lui demander deux choses. Donc d'abord son âge, qui est demandé ici, et ensuite, on va lui demander si la personne est étudiante. On fait ça un peu à bonne franquette. On lit directement dans le booléen. Donc, c'est-à-dire qu'on lit au clavier et on met le résultat dans la variable booléenne. Pour que ça fonctionne, ça, il va falloir qu'on entre 1 si on est étudiant, puis 0 si on ne l'est pas. Donc, 0 qui veut dire faux, 1 qui veut dire vrai. C'est un peu à la bonne franquette. C'est pas une interface tellement clean. On pourrait la complexifier. On verra plus tard comment. Peut-être que vous voyez déjà comment le faire. Donc, la personne entre son âge, son étudiant ou non. On va tester nos deux conditions. Donc, on en teste une. Supposons, est-ce que le client est mineur? Donc, plus petit que... on va se rajouter une autre constante. Âge adulte égale à 18 ans. Donc, on n'aura plus besoin des autres. Je pourrais les enlever, mais je vais les laisser pour que toutes mes parties de code fonctionnent quand j'enlève les commentaires. Donc, si le client est enfant ou sinon, il est adulte. Donc, c'est un ou l'autre. Et dans les deux cas, je vais avoir un deuxième test qui va être est-ce que le client est un étudiant ou pas? Avec un else comme ça. Et je vais avoir la même chose ici à l'intérieur. Je peux même carrément le copier-coller. Voilà. Donc, on teste est-ce que d'abord il est mineur? Et s'il est mineur, est-il étudiant ou non? S'il n'est pas mineur, est-il étudiant ou non quand même? Donc, à ce moment-là, on aurait le prix du billet ici. On va faire ça simplement. Si moins de 18 ans et est étudiant, il paye 6 Donc, j'aurais pu me faire des constantes pour tout ça. Sinon, il paye 10. Puis ici, un étudiant adulte. À ce moment-là, il paye, étudiant adulte, c'était 9 et non étudiant, c'était 16 Donc, on va avoir toutes les possibilités de prix. Donc, évidemment, ça aurait été bien de mettre tout ça en constante puis de faire ça comme il faut. Mais pour garder la démonstration courte et efficace, on y va comme ça. Donc, si j'ai, par exemple, 15 ans et je ne suis pas étudiant, ce qui serait illégal en passant, ça me coûte 10 pour entrer. La même personne
de 15 ans qui est étudiante, je mets un 1 pour dire que c'est vrai, que je suis étudiant, à ce moment-là, va me payer 6. Et si j'ai 22 ans et que je suis étudiant, je paye 9. Mais si je ne suis pas étudiant à 22 ans, je paye 16. Donc, ça fonctionne. On a nos 4 possibilités et ça se fait très bien avec des alternatives imbriquées parce que c'est vraiment une condition qui se sépare ensuite en une deuxième avec 2 choix. Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça que d'essayer de faire ça de façon empilée en demandant, OK, ben, je vérifie d'abord si je suis étudiant. Si oui, je m'enlève un rabais, mais là, lequel, ça dépend si je suis adulte ou pas. Donc, je ne peux pas les faire une après l'autre aisément. Avec les notions qu'on a maintenant, c'est beaucoup plus simple comme ça. Puis c'est une structure qui est assez claire et facile à comprendre. Donc voilà, c'est les deux façons d'utiliser plusieurs alternatives pour arriver à un même but. Soit on les imbrique une dans l'autre, soit on les empile. Si vous trouvez que les deux solutions sont possibles, choisissez celle des deux qui vous paraît la plus claire. Honnêtement, de les imbriquer une dans l'autre, ça a l'air compliqué au début, mais en fin de compte, ça ne l'est pas tant que ça. C'est lorsqu'on arrive à 3, 4 ou 5 niveaux d'imbrication, là, ça commence à être un petit peu ardu, mais une à l'intérieur d'une autre, c'est facile à comprendre. Donc maintenant, vous allez pouvoir utiliser ça en exercice.